Bonjour à toutes et à tous, je suis donc Marjorie Mayence, rugby woman à 7 et à 15. Donc j'ai participé avec l'équipe de France à 15 à 2 Coupes du Monde et quelques 6 nations. Mais je suis sous contrat avec la fédération, surtout et prioritairement pour le rugby à 7, avec lequel j'ai participé aux Jeux Olympiques de Rio, à 2 Coupes du Monde et j'espère aux futurs Jeux Olympiques de Tokyo. La présentation qu'on voulait vous faire aujourd'hui, donc c'était rapidement celle de Marjorie et moi-même, parce que du coup j'ai même pas pris le temps de me présenter. Vous parlez un petit peu du rugby à 7, on est quand même dans la maison du rugby, et c'était important pour nous de vous partager un petit peu la discipline dans laquelle on évolue, en l'occurrence Marjorie, parce que bon, vous comprendrez que je peux pas jouer au rugby, et quelle utilisation du stress environnemental on arrive à faire à la fédération avec cette équipe. Tu veux parler du coup du rugby à 7 en termes de format plutôt? Ça, ce sera juste après. En effet, Marjorie a déjà présenté les compétitions qu'elle a jouées. Je voulais juste que tu reviennes un petit peu sur le parallèle du club à 15 et l'arrivée en contrat à 7, la différence de rythme. Ouais, j'ai donc commencé le rugby à 15 via le club, donc en l'occurrence Blagnac, et j'ai signé mon premier contrat professionnel avec la fédération en 2014. Je m'entraîne donc tous les jours quasiment avec l'équipe de France. J'ai donc beaucoup moins de temps pour jouer en club, mais ma préparation est essentiellement basée sur le rugby à 7. On a les entraînements à Marcoussis, des stages de préparation, et tout ça dans le but de nous préparer aux World Series. On a donc 8 tournois sur la saison, plus les Coupes d'Europe et Coupes du Monde ou Jeux Olympiques, le cas échéant. On va présenter ça juste après. Pour ma part, du coup, donc Anthony Couder, j'ai un doctorat en sciences du sport depuis 2016. Je suis préparateur physique de cette équipe-là depuis 2012 à la fédération et plus récemment chef de projet de la filière féminine dans son ensemble, du rugby à 7 au 15, des juniors aux seniors. Et l'organisation des séminaires n'est pas du tout dans mes compétences. J'espère que j'aurai peut-être développer une compétence aujourd'hui, vous m'en direz plus ce soir. Présentation faite, le rugby à 7 du coup. On voulait attaquer donc la présentation par une petite vidéo et je vais laisser Marjorie décrire comment ça se passe. Rugby à 7, des matchs en 2 fois 7 minutes avec une mi-temps de 2 minutes et en règle générale un format de tournoi qui se déroule sur 2 jours avec 3 matchs par jour. Donc une journée, enfin 2 jours plutôt chargés en termes d'intensité et de course. Comme vous pouvez le constater sur cette vidéo, donc beaucoup plus d'espace, on couvre le terrain à 2 fois moins de joueuses, des grandes courses de type sprint comme ici, des moments de combat, de lutte debout et du passage au sol comme à 15 mais qui dure beaucoup moins de temps. L'ensemble des joueuses sont vite concernées par l'action et là on voit en moins de 40 secondes un essai qui nous propulse en finale, j'ai hésité, pardon, en demi-finale, puis ensuite la finale de la dernière Coupe du Monde. Marjorie vient de présenter un petit peu le circuit mondial. On est donc sur des tournois, on dit sec, c'est-à-dire qu'on va faire le tournoi et on rentre à la maison. Et on a aussi 2 tournées, donc les joueuses enchaînent Dubaï et Cape Town le week-end d'après. Et de la même façon, elles jouent à Hamilton et le week-end d'après, elles jouent à Sydney. Voilà la planification que Marjorie et l'équipe ont l'habitude de poursuivre sur une saison, en l'occurrence là cette année une saison olympique. Vous le voyez, beaucoup de voyages, beaucoup de semaines passées quand même ici au Centre national de rugby à Marcoussis en vert clair et en rouge les périodes de tournoi avec en plus des oppositions qu'on se rajoute sur le plan plutôt européen. Donc voilà une année quand même assez chargée en termes d'entraînement. Juste pour donner quelques données comparatives, on connaît beaucoup le 15 et l'idée c'est de
s'y comparer entre guillemets pour avoir un repère. Et en effet, on part sur le fait que c'est vraiment deux disciplines différentes. Si on rapporte les données à la minute, parce qu'on ne peut pas comparer match-match, en fait, on se rend compte qu'on a un essai toutes les 50 secondes à 7 contre un toutes les 13 minutes à 15. On a un temps de jeu effectif qui est un peu plus important. Et ensuite, je ne rentre pas dans le détail, mais beaucoup plus de passes en général sur le 7 que le 15. Et au cumul, en match, la différence elle est criante en termes de rythme, hein. Sur les matchs de 15, on est à peu près sur du 70 mètres par minute en moyenne. À 7, c'est plus autour de 105, 110, avec des pourcentages, je ne rentre pas dans le détail non plus pour pas, mais avec des pourcentages autour de la haute intensité, donc les courses au-dessus de la VMA. La très haute intensité, c'est les courses qui s'approchent des allures de sprint, et en termes de nombre d'accélérations qui sont beaucoup plus importants à 7 qu'à 15. Pour l'exemple, c'est une accélération toutes les 30 secondes à 7 contre toutes les 3 minutes en moyenne sur un match de 15. Le cumul finalement d'un tournoi, c'est ça aussi qui peut nous intéresser. Ces filles-là sont capables de parcourir jusqu'à 20 km dans le week-end, 20 km de rugby quand on cumule les 6 échauffements et les 6 matchs, avec une centaine d'accélérations et en moyenne 120 mètres effectués en allure de sprint, donc au-dessus de 85% de leur vitesse maximale individuelle. C'est une charge sur un week-end qui est très importante. Marjorie? Ouais, donc le rugby à 7 considéré comme un sport extrême, effectivement, pour pratiquer le 15 et le 7, voilà, je suis consciente que la préparation que les deux sports demandent n'est pas du tout la même. L'exigence du 7 est très haute en termes de course. Comme le disait Anto, on parcourt beaucoup de kilomètres à haute intensité. Donc il nous faut forcément une préparation adaptée. Et même si on a tendance à croire qu'au rugby à 7, il y a moins de collisions, moins de contacts, pour le pratiquer sur les matchs à 7, avec la vitesse de course et avec le nombre d'actions à la minute, le nombre de contacts est très important. Et le combat est une partie essentielle du rugby à 7. Du coup, les questions qu'on s'est posées, c'est comment on fait pour les préparer à ça. Donc on passe beaucoup de temps à l'entraînement sur le terrain, mais aussi donc les perspectives autour du type et du volume d'entraînement, mais aussi les stratégies pour essayer de développer et essayer de performer au maximum. Et donc viennent du coup les questions autour de l'utilisation du stress environnemental, et c'est pour ça aujourd'hui qu'on voulait vous faire la présentation de ce qu'on a pu mettre en place. 4 stages, enfin non, on va dire 3 stages et une session ici. Donc les 3 stages qu'on a pu effectuer à Tignes, donc altitude, Doha sur du RSH et Pretoria sur plutôt un stress combiné, vous allez le voir, et ici au CNR avec la salle environnementale. Je viens donc rapidement sur le stage de Tignes, 2100 mètres d'altitude, donc les séances de rugby et de répétition d'efforts intenses. Les RSH se faisaient à 3000 en conditions réelles, et le tout cumulé sur un training camp de quasiment 17-18 jours avant les Jeux de Rio 2016. Vous voyez un petit peu le planning du training camp. Et l'idée, c'est du coup de montrer que voilà, les volumes d'entraînement, malgré le fait qu'on soit en altitude et qu'on ait respecté les 2, 3, 4 jours parfois pour monter en intensité, restent conséquents sur un stage de 17-18 jours. Et Marjorie sera bien la mieux placée pour le commenter. Donc ouais, le stage de Tignes qui a été pour nous un des premiers gros stages de préparation qu'on faisait dans ces conditions, qu'on faisait en altitude. Donc les premières 2 séances de watt bike ont été très coûteuses pour nous sur le coup, mais je crois qu'on s'est plutôt bien adapté, que les séances ont été de qualité très rapidement et qu'on a pu enchaîner derrière les séances de rugby. Bon, on avait également le cadre qui donnait une source de motivation supplémentaire, sans compter l'objectif sportif qui était les JO quelques jours après, quoi. Voilà, des jeux qui se sont déroulés 21 jours après la redescente, qui est une des fenêtres qui est préconisée sur ce type de stage-là. Doha, Olivier vient d'en parler un petit peu. On a fait du RSH à 5000. Elles ont fait du RSH à 5000, pardon.
pas fait grand-chose. Moi, j'ai relevé des perfs avec Olivier à côté, donc des Franck. 4 blocs de 5 x 5,25. Et en fait, on a appelé cette diapo RSH et stress en chaleur parce que en fait, on avait calé les entraînements plutôt sur le midi, sur les horaires les plus chaudes de la journée, qui à l'époque tournaient autour de 30 degrés. Donc on faisait du RSH et à côté de la chaleur. Le training camp, il était un peu plus light que celui de Tignes parce que vous le voyez, on avait un tournoi à Dubaï dans la foulée, donc on était plutôt sur les stratégies d'affûtage et malgré tout avec un volume d'entraînement qui était quand même important, du sprint et beaucoup d'accélération, forcément à l'approche de la compète et le retour de Marjo du coup sur le RSH. Ouais, des séances qui étaient plutôt finalement courtes, donc qui étaient difficiles forcément avec la chaleur, l'altitude, mais qu'on a bien digéré. La récupération nous permettait vraiment d'enchaîner les efforts et d'enchaîner les journées d'entraînement. Donc on l'avait plutôt bien vécu. Et je crois que là on était dans une période où on se sentait plutôt en forme physiquement, malgré la charge d'entraînement qui était plutôt importante. Le RSH, elle va l'expliquer mieux que moi, passait assez bien, même à 5000, parce que les récup étaient en norme oxy. On sortait de la pièce pour récupérer et on en a discuté un petit peu avant de faire notre présentation et on en a aussi relevé des performances des autres joueuses. Le temps de récup entre les blocs était de 3 minutes, je crois, de souvenir, mais ces seules 3 minutes leur permettaient vraiment de se remettre en état pour pouvoir réitérer l'effort derrière. Ouais, en termes de perf, en termes de Pmax, on arrivait à réitérer les efforts et à retrouver notre pic de forme sur plusieurs séquences, donc c'était plutôt intéressant là-dessus. On bascule sur le stage de l'Afrique du Sud, où là on est sur altitude combinée à la chaleur. Là c'est vraiment combiné et Franck en présentera les effets un peu plus tard. Une altitude moyenne avec par contre une chaleur comme jamais. On s'est entraîné entre 35 et 40 degrés tous les jours sur donc, les séquences de rugby, les séquences qu'on appelle RHIE, donc c'est sur la vidéo qui est animée, où on enchaîne différentes tâches et incluant, vous le voyez, du combat et du travail d'HIT, donc de haute intensité sur le terrain et aussi de répètes de sprint. Un gros stage, voilà la planif avec pour casser un petit peu les codes, et vous le voyez aussi sur les données, 95 km parcourus sur le terrain, et pour casser les codes, seulement 4 séances de vélo finalement, mais 4 séances de vélo réalisées à très haute intensité, avec sur ce stage-là, 11 km parcourus au-dessus de la VMA, 500 mètres au-dessus de 85% de la vitesse max, et un peu plus de 500 accélérations. Ce sont de véritables athlètes de haut niveau pour pouvoir avaler ce genre de charge d'entraînement. Ouais, à Pretoria, c'est vrai que, dis-moi si je me trompe, mais je crois qu'on n'avait pas trop ressenti le fait de l'altitude. C'est ça. La chaleur suffisait à nous cramer, mais un stage difficile par la course importante qu'on a faite pendant ces jours-là. Mais je crois qu'en termes de perf avec la chaleur, on est sorti du stage vraiment en forme. Sur les tests physiques qu'on avait refait quelques semaines après, on avait quasiment toutes gagné ou toutes. Il y a eu des gains en performance pour l'ensemble du collectif sur la partie test évaluation aérobie et aussi un gros impact sur la masse grasse significatif pour quasiment l'ensemble du groupe. Ouais, un stage vraiment intense, mais comme à Tignes, il y a un stage dans un cadre idéal et un gros stage de pré-saison qui nous a vraiment bien lancé pour le coup et qui a permis de nous mettre très en forme pour le reste de la saison. On passe sur le dernier type de sollicitation en chaleur en l'occurrence et plutôt sur les stratégies d'acclimatation. Donc comme l'a dit Olivier tout à l'heure,
utiliser Acclimation du coup en anglais, avec voilà, pour ceux qui ont déjà vu la salle, ce nouvel outil dont nous sommes dotés, dans laquelle on peut donc travailler de différentes façons, enchaîner des tâches à haute intensité à différents rythmes et de différentes façons aussi. La partie combattue pour nous est très importante à pouvoir mettre en place, et c'est ce qu'on voit sur cette vidéo. Donc là en l'occurrence chaleur pour des stratégies d'acclimatation avant Dubaï pour ces vidéos là, et aussi avant la tournée en Océanie. Loin de moi l'idée de faire un article aussi pointu que ceux de mes collègues qui m'ont précédé, mais on a fait une toute petite manip sur le dernier tournoi de Dubaï, où on avait deux équipes en fait qui jouaient à Dubaï. Donc l'équipe World Series qui avait fait donc 12 joueuses qui avaient fait ces séances en acclimatation, dont Marjorie fait partie. On avait fait 5 fois 1 heure sur 2 semaines, à une évolution de 30 à 40 degrés et en pourcentage d'humidité de 40 à 60. Et on avait une deuxième équipe dite de développement ici, qui n'avait pas fait elle ces stratégies d'acclimatation, et en arrivant en fait sur place, les deux équipes avaient exactement le même programme pour préparer la compétition. Et on a fait des évaluations. J'en profite pour remercier Elsa qui est présente, qui nous a accompagnés pour récupérer toutes ces perfs. L'évaluation de l'équipe qui n'avait pas fait les sessions d'acclimatation était plus élevée significativement que le groupe qui avait fait l'acclimatation. Donc c'est ce genre de petites choses qui, encore une fois, n'aboutiront pas peut-être demain sur un article scientifique, mais qui nous encouragent à poursuivre nos travaux sur les stratégies d'acclimatation avec la chaleur. Ouais, c'est vrai que sur cette salle, on a pu la tester cette saison, et malgré la difficulté à s'adapter un petit peu sur les 2-3 premières séances, c'est vrai qu'on passe de 3 degrés à Marcoussis à 40 dans la salle, donc ça fait des grosses séances et le cardio qui monte très vite. Mais effectivement, on joue dans beaucoup de pays où il fait très chaud, et c'est une chance pour nous de pouvoir s'acclimater comme ça. Quand on est arrivé en Nouvelle-Zélande, on a pu remettre de l'intensité dès notre arrivée. On n'a pas attendu 3-4 jours de s'habituer à la chaleur. Là, on s'est senti plutôt bien dès les premiers entraînements. Donc ouais, c'est pour nous vraiment un gros avantage. La possibilité également de faire du rugby dans la salle, même si c'est pas un grand terrain, mais comme l'a dit Anto, la partie combat est très coûteuse au rugby, donc c'est hyper important de pouvoir le faire dans ce genre de conditions. Pour terminer, du coup, on voulait juste souligner encore une fois qu'on est vraiment sur une pratique d'un sport qu'on considère comme extrême, que pour nous le stress environnemental c'est un outil qui nous permet de développer nos qualités d'une part et de nous acclimater d'autre part. Aujourd'hui, c'est moi qui présente ça, mais c'est un projet d'équipe, c'est un projet de staff avec des entraîneurs, des prépas, des physios et des étudiants aussi sport scientists qui nous accompagnent. Et aujourd'hui, je suis que le porte-parole d'un projet qui est partagé dans le staff, mais qui est aussi partagé avec l'équipe. C'est très important, et je pense que Marjorie pourra vous le souligner. Tout ce qui est fait est partagé et expliqué de façon à ce que on soit qu'une seule équipe. L'idée clairement c'est, t'es d'accord avec moi, d'aller chercher une qualif, mais on espère faire quelque chose à Tokyo cet été. Voilà, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, pas à moi, mais on va profiter de la présence de Marjorie, qu'elle puisse répondre à vos questions si vous en avez. Voilà, merci.
crois qu'on a été tellement clair qu'il n'y a pas de questions. Si. Ah, merci. Je ne sais pas si vous m'entendez. Il y a une question, mais le micro... Si. Oui. C'est bon. Oui. Donc vous parlez de charge d'entraînement qui est supérieure, notamment Marjorie qui disait ça. On peut le voir sur l'augmentation de la fréquence cardiaque en chaleur. Maintenant, en cyclisme, il a été montré qu'à la fin du Tour de France, pour une même puissance, on a une fréquence cardiaque inférieure. Comment vous, est-ce que vous intégrez dans votre quantification de charge d'entraînement, planification de la charge d'entraînement, ces entraînements en chaleur et en hypoxie? Donc c'est une question pour moi du coup. Très, très difficile, contrairement à d'autres disciplines qui sont très à cheval, je vais dire à cheval, très pointues en tout cas sur le suivi de la fréquence cardiaque. On a un problème au rugby et je pense que vous l'aurez compris dans ma présentation, c'est qu'on est un sport de combat et que le port du cardio sur la poitrine pose vraiment problème et qu'on essaye de suivre quand on le peut. En l'occurrence, quand il n'y a pas de combat, la problématique c'est qu'on fait en sorte qu'il y ait du combat quasiment quotidiennement et tout le temps. Et on a un suivi cardiaque qui est minime comparé à d'autres disciplines qui peuvent le faire au quotidien. Il n'empêche que, comme on l'a expliqué, on a le matériel pour le faire en salle. Quand on met en place des séances où il n'y a pas de combat, on essaye de monitorer le cardio. On confirme les données annoncées tout à l'heure, c'est-à-dire les augmentations de fréquence cardiaque maximale. Ça c'est montré. Ensuite, en termes de suivi, honnêtement, c'est pas un élément qui, pour nous, est dans nos process pour évaluer la charge d'entraînement. On est sur beaucoup d'échanges. J'ai expliqué qu'on partageait le projet. Et on se base quasiment essentiellement là-dessus pour essayer de faire en sorte de proposer les bonnes doses au bon moment de façon à ce qu'elles puissent encaisser les charges et progresser. Une question pour Marjorie, s'il vous plaît. Oui, Régis. Oui, Marjorie, vous avez dit que vous avez signé le contrat en 2014. Tignes était le premier gros camp. Quel est le ressenti que vous avez eu, vous et l'équipe, de ces camps par rapport à ce que vous êtes sorti de ces premiers camps en ressentant vraiment une grosse forme, un changement par rapport aux entraînements précédents? Est-ce que vous avez ressenti les bienfaits de ces séances, de ces camps? Ouais, je crois que, en plus je suis sous contrat donc depuis 2014, mais je suis avec l'équipe de France A7 depuis 2009. Donc j'ai vraiment pu vivre l'évolution de l'équipe de France A7, l'évolution de la préparation, et personnellement, et pour l'avoir partagé avec les copines, physiquement, quand on est arrivé aux Jeux Olympiques, on était quand même archi en forme. Après, on avait fait vraiment une année, je pense, exemplaire en termes d'hygiène de vie, en termes de préparation. On a été à bloc toute l'année, mais la préparation à Tignes a été vraiment un affûtage réel et on est arrivé toutes physiquement à bloc, quoi. Donc ça a été vraiment pour nous le petit plus qui physiquement nous a fait dire qu'on se sentait bien. Même si tout le cadre et tout l'environnement et la préparation en amont forcément ont eu un impact, là les dernières semaines ont été pour nous importantes. Ouais. Il y a une question. Oui, ici. Allô, ouais. Ah pardon, je voyais en bas, pardon. C'est un peu pour tous les deux. En fait, avec mon collègue, on entraîne l'équipe de France de 3-3. Et donc, on se voit vraiment dans ce que vous faites, puisque les deux activités sont très similaires. À part que vous avez la chance, vous, d'avoir des joueurs et joueuses qui sont sous contrat. Nous, on se bat pour ça, c'est pas encore le cas. Et je voulais savoir quelle différence tu avais pu voir, notamment du passage entre le 15 et le 7, parce que nous, on cherche des joueurs, par exemple, polyvalents. Quelles sont les caractéristiques un peu des deux disciplines qui en sont qu'une en vrai?
Vas-y, commence. Je commence et puis peut-être que je pense qu'elle va compléter. On est convaincu le fait d'avoir eu l'opportunité que la fédération nous accompagne sur la mise en place de contrats, c'était indispensable pour préparer des Jeux Olympiques, parce qu'aujourd'hui on est convaincu que le rugby à 15 ne prépare pas à ce qu'on vient de vous présenter, ne prépare pas au rugby à 7. L'inverse est un peu plus vrai. Il y a des transferts qui se passent du 7 au 15 qui peuvent parfois être très concluants, mais l'exigence de la discipline, l'exigence d'un week-end est telle que arriver du 15 un petit peu comme une fleur et vouloir jouer à 7, ça me paraît très difficile. Sauf condition, on fait jouer le joueur 2 minutes à la fin d'un match et on espère qu'il fasse un coup. Mais un joueur ou une joueuse. Du coup, c'était indispensable pour nous d'avoir ces contrats-là et de pouvoir jouer à 7 toute l'année. Ça, c'est indispensable pour faire de la perf. Et d'ailleurs, je n'ai pas le graphique qui correspond, mais de l'arrivée des contrats à la fédération jusqu'à aujourd'hui, les résultats ne sont qu'en ascension. Puisque en fait avant les contrats c'était donc des joueuses qui jouaient à 15, et Marjorie va l'expliquer, dans leur club en province, et elles venaient une semaine par mois, une semaine, 2 semaines tous les 2 mois, et hop elles partaient en compétition, et c'était pas un moyen c'était pas des moyens convaincants pour faire de la performance. Ouais, pour compléter ça, c'est vrai qu'on était quand on a commencé à être sur le World Series avec l'équipe de France, on bataillait pour arriver à la 10e place, et on a été sous contrat en 2014. On a fait une grosse pré-saison, donc d'un mois ou 2, avec l'équipe, et on a fait notre premier quart de finale à Dubaï en début de saison. Donc on a vraiment vu tout de suite la différence de préparation et l'importance de se préparer pour le 7. Moi qui fais partie des joueuses qui adorent le 15 et qui adorent le 7 aussi, je suis quand même consciente que quand je vais jouer à 15 pendant une saison primordiale pour le 7, je ne peux pas me permettre d'aller 2 ou 3 semaines avec le 15, parce que même si les entraînements sont difficiles, l'espace du 15 fait que je ne pourrai jamais atteindre sur un entraînement les exigences du 7. Même quand on fait des séances, quand je rentre à Toulouse sur des séances de préparation autonome qu'on nous demande, on ne peut pas toute seule réitérer le même effort que nous demande un entraînement de rugby à 7 en équipe. Donc c'est une adaptation obligatoire. Et même si ponctuellement, effectivement, le passage d'un sport à l'autre est faisable, pour être performante, je pense, toute la saison et plusieurs saisons, à 7, il faut s'entraîner pour ça, et spécifiquement pour le 7, quoi. Ouais, dernière question, après il faut qu'on passe à la suite. Il y avait une question en bas encore. Oui. Franck, Grégoire. Il y a juste une question encore au-dessus, et Grégoire, je suis obligé de passer la parole. Oui. Merci pour la présentation. Je voulais juste savoir si depuis que vous avez mis en place ce type de préparation, vous avez constaté une évolution dans la baisse ou le taux de blessures derrière, notamment musculaires derrière. Et ensuite, j'aurais voulu savoir si vous trouviez que au niveau du qualitatif, parce que c'est important aussi, si c'était mieux ou pas. Je prends. Deux questions sur la partie blessure. Faut comprendre que l'intensité et le volume d'entraînement qu'on arrive à réaliser, ça a été progressif, très progressif, parce qu'on n'aurait pas pu faire ça en 2014. Donc ça a été très progressif, et je pense qu'en respectant cette progressivité, on n'a pas eu forcément de casse. La majeure partie des blessures qu'on a sur l'équipe de France à 7 féminine, c'est le 95% des blessures sont liées à des collisions, à l'entraînement, ou très souvent à l'entraînement, et aussi en match. Très peu de lésions musculaires, et jamais aucune lésion musculaire en séance, ni en hypoxie ni en chaleur, jamais arrivé. Sur la partie qualitative, ça se voit sur tout ce qui est haute intensité et très haute intensité. On se rend compte qu'avec ce genre de préparation, sur des entraînements qui sont identiques,
standardisé où on attend des comportements physiques très clairs et qu'on a prédéfinis en amont. On a au fil du temps, c'est pas d'une séance à l'autre, hein, mais c'est au fil du temps, on arrive à enregistrer des volumes à haute intensité et très haute intensité, en l'occurrence sur le sprint, qui sont plus importants, et aussi une capacité d'accélération, donc plus d'accélération au fil du temps avec ce genre de préparation. Donc oui, sur le plan qualitatif et en l'occurrence spécifique rugby, on a de plus en plus de bons résultats. Voilà. Grégoire. Tout d'abord, merci pour cette présentation, c'était vraiment très très intéressant. Et puis j'avais une question par rapport à votre chambre hypoxique. Quels sont tes objectifs en termes de musculation en hypoxie? Parce qu'il me semble avoir vu que tu avais un rack pour faire des squats et ainsi de suite. Ouais. Est-ce que tu l'utilises? Est-ce que tu penses l'utiliser, enfin voilà, plutôt sur la résistance training en hypoxie? Parce que tout ce que tu nous as montré, c'était plutôt soit du combat, soit du RSH. Alors, pour l'instant, on est focus sur Tokyo, donc focus sur la chaleur et plutôt sur la composante énergétique. J'espère qu'on va pouvoir commencer à travailler sur ce genre de problématiques, comme celle autour de tout ce qui est réathlétisation, réhabilitation, RTH, donc qui m'intéresse aussi. Aujourd'hui, on n'a pas commencé. On a l'outil pour, et j'espère que si la saison prochaine, les choses font qu'on a un peu plus de temps pour se poser sur ce genre de problématiques, on pourra se mettre au travail.